Bienvenue à Bruxelles, bienvenue au Parlement européen. Je vous accueille au Bar de l'Europe pour une édition spéciale, une formule XXL de près d'une heure. On va parler des moyens pas chers de voyager en Europe, de la crise des réfugiés qui divise l'Union et puis de ces jeunes qui essayent désespérément de trouver du boulot. Voici le Bar de l'Europe, formule maxi. Et on va ouvrir le bar avec notre volet conso. Karima Delli, bonjour. Vous êtes députée européenne dans le groupe des Verts. Vous êtes française et vous êtes une des plus jeunes députées ici au Parlement européen. Quand on a votre âge, on voyage comment? On est dans la débrouille parce qu'on sait que notre budget est limité. Et donc, on fait en sorte d'innover et d'inventer. Et justement, avec les applications Internet, on est tombé dedans. Et donc, on aura justement l'occasion d'en parler durant le débat. Des innovations qui permettent de se déplacer en toute liberté avec des peu de moyens. Et en même temps, certaines applications peuvent amener justement des concurrences déloyales et des contraintes. Donc, on va essayer de recadrer justement ce volet-là, et c'est mon rôle en tant que députée européenne. Alors, quels sont les trucs pour voyager pas cher en Europe? On va poser la question à Isabelle Heusen. Isabelle, vous êtes notre spécialiste conso. Il y a un mot magique, c'est Blablacar. Tous les jeunes connaissent, mais imaginons qu'il y ait un vieux téléspectateur qui nous regarde. Blablacar, vous expliquez comment? Alors Paul, avouez-le, la première fois que je vous ai parlé de Blablacar, vous avez ouvert de grands yeux en me demandant ce que c'était. Avouez-le, quand vous faites le trajet Bruxelles-Paris, Paris-Bruxelles, vous le faites régulièrement en train. J'avoue. C'est confortable, c'est rapide. L'ennui, c'est que c'est quand même assez cher. Donc pour les jeunes, mais aussi les moins jeunes, ils se tournent vers Blablacar. Alors Blablacar, c'est quoi? C'est un intermédiaire qui met en relation des personnes qui veulent faire du covoiturage. Pour bien comprendre, je vous propose d'aller sur le site de Blablacar. Vous allez tout de suite comprendre, c'est très simple. En fait, si vous allez sur le site de Blablacar, vous allez d'abord entrer le lieu d'où vous partez. On va dire par exemple Bruxelles, puis vous mettez le lieu où vous voulez aller. On dit Paris, ça vous va? Paris. Puis vous entrez la date et là, en un clic, vous voyez tous les chauffeurs qui sont disponibles avec plein d'indications. D'abord, le prix. Alors là, je crois que pour ce jour-là, le plus cher, c'était 22 €. Mais vous avez aussi la marque de la voiture, l'âge du chauffeur. Et donc, vous faites votre choix. Et vous le voyez, c'est nettement moins cher qu'un billet de train. Ça pourrait vous tenter, ça, Karima Delli, faire Paris-Bruxelles en Blablacar? Non, je prends le train parce que c'est moins polluant. Mais ce qui est sûr, c'est que Blablacar est une plateforme qui met en relation justement une personne qui va faire un trajet, qui va utiliser justement sa propre voiture et qui justement met à disposition à d'autres personnes sa voiture et ensemble ils vont faire le trajet. Et donc c'est ça l'innovation de Blablacar, c'est le covoiturage. Et c'est un outil clé pour le 21e siècle. Pourquoi ? Parce que c'est un peu le site de Mythique. Vous savez, Mythique, ça permet de faire rencontrer des gens et d'avoir des couples d'amour. Et Blablacar, c'est un site qui permet de se faire rencontrer des gens et d'inventer sur le covoiturage. Et le covoiturage, c'est hyper important. Pourquoi? Et Blablacar pourrait être à l'origine d'histoires d'amour, peut-être? Mais peut-être, et j'espère bien en tout cas. Mais en tout cas, c'est intelligent. Oui. Pourquoi? Parce qu'au lieu de prendre chacun sa voiture, aller dans le même trajet, on mutualise, notamment. C'est moins polluant pour la planète, mais c'est surtout plus sympa de prendre deux personnes dans une même voiture que d'utiliser deux voitures. On va y revenir. On a compris comment ça fonctionnait sur le papier, en tout cas sur la toile. Mais dans les faits, est-ce que ça fonctionne bien, Isabelle? Mais visiblement, tout le monde est gagnant. Comme disait Karima Delli, eh bien, le chauffeur, oui, il rentabilise son trajet, c'est bien pour lui. Le passager, il voyage à peu de frais. Et le troisième gagnant, c'est quand même aussi la start-up Blablacar. Puisqu'en fait, il faut quand même savoir que chaque passager paye quand même une sorte de cotisation. Elle paye des frais à Blablacar. Si on prend par exemple pour un trajet de 22 €, le passager paiera un bon 3 €, 3,45 € à Blablacar. La start-up française se porte très bien. Chaque fois qu'elle lève des fonds,
c'est bingo, ça marche. Elle est aujourd'hui présente dans une vingtaine de pays, c'est pas mal. Et vous avez tenté une expérience. Oui, donc j'ai demandé à un journaliste de tester lui-même Blablacar. Mais attention, pas le tester comme journaliste, le tester comme citoyen. Donc il a fait ça en caméra discrète, dirons-nous. Mais pour une vraie comparaison, j'ai demandé à un autre journaliste de prendre un autocar low cost, comme on dit aujourd'hui. Et puis il y a une petite vénarde qui a eu la chance de prendre le train, elle. On voit regarde ça. ça. C'est une expédition trépidante. Et on vient de passer la frontière. Un suspense insoutenable. Je suis pas encore arrivé. Un voyage qui commence un matin, gare du Midi à Bruxelles. Bon, aujourd'hui les gars, on va à Paris. Moi, je prends le train, vous, pas. Ouvrez vos enveloppes. Donc Paul-Henri ira jusqu'à Paris grâce à Mégabus et Jacques utilisera le système Blablacar. C'est parti, bonne chance! C'est parti, là je pars rejoindre mon chauffeur qui m'a envoyé un SMS pour me dire qu'il m'attendait à 2 pas de la gare du Midi, ici à Bruxelles. Première étape, rejoindre la gare du Nord, tout part en bus. Mon chauffeur Blablacar est pile à l'heure au rendez-vous. La voiture est au complet et nous quittons Bruxelles. Lundi, un homme qui ne le supporte pas étrangle sa femme. J'arrive gare du Nord, mais Mégabus est en retard. Sur la route, c'est le déluge, ça avance très lentement. Mégabus arrive enfin. Il est temps d'embarquer. Là, on est en train de sortir de Bruxelles. Je suis pas encore arrivé. Pendant ce temps, confortablement installée dans le train, Anne-Laure file vers Paris. Oh là là. Là, moi, par contre, le bus est arrivé avec 40 minutes de retard. Oula! Alors explique, comment ça se passe ce trajet? Aucun problème, tout va bien. Écoute la radio, c'est cool. Le voyage en bus est convivial. Rencontre avec Roger, un pasteur angolais. Je préfère faire des voyages avec des bus, voir les paysages. C'est africain, tu vois, l'Afrique. Quand je vois tous ces forêts, je vois des gens là, ça me fait plaisir. Dans la voiture, zéro tracas et zéro blabla. Radio à fond, à l'arrière, tout le monde dort. Entre-temps, Anne-Laure, elle, évidemment, est déjà arrivée à Paris. On a mis environ, depuis le départ, gare du Midi à Bruxelles, 2h15 pour arriver jusqu'ici. Mais franchement, on a pris tout notre temps. Voilà, ça fait 2h05 qu'on a quitté Bruxelles. On s'octroie une petite pause de 10 minutes au soleil, à l'aise. On dépasse un camion. Ça n'arrive pas souvent qu'on dépasse. Profitons-en. Toilette à bord, donc pas besoin de s'arrêter. Dans le bus, je mange, je lis et je dors. En somme, on trace. Ça y est, Jacques est là, il est arrivé. On fait top chrono, 4h, 21 minutes et 18 secondes. Bravo Jacques. Merci. Bon ben voilà pour Blablacar. Et pour ce qui est de Mégabus, ben on attend toujours Paul-Henri. Tour Eiffel, voilà. Ah enfin, te voilà. Désolé de vous avoir fait attendre. Bah c'est pas grave, on est sous le soleil, tout va bien. 5h, 1 minute et 11 secondes. Constat bien, pas bien, à refaire? Ah, franchement, j'ai trouvé le service assez efficace. Oui, franchement, c'était rapide, efficace. Bon plan ou pas? Relié Bruxelles à Paris pour 11 €. Moi, je dis quand même pas mal, quoi. Les jeux sont faits. Paris tenu. Ici, la Tour Eiffel. À vous, les studios. Alors Isabelle, c'est l'heure de faire les comptes. Qui a fait la bonne affaire? Tout dépend quels critères on prend. Donc le moins cher, c'est le bus, 11 €, mais on l'a vu, il est quand même arrivé bien plus tard que les autres. Le trajet Blablacar a coûté à notre journaliste 22 €, et plus 3 € de commission pour Blablacar. Évidemment, 51 € pour le train. Et Ce encore, qui est pas cher, hein. Non, c'est pas cher. Elle avait réservé son train bien à l'avance. Et c'est elle, évidemment, la première arrivée. Karima Deli, Blablacar, c'est écolo? Tout d'abord, ça permet de réduire le trafic.
C'est-à-dire quand vous partagez un véhicule et qu'il est plein, ça fait moins de voitures sur la route. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est importante, il faut savoir que les transports, c'est vraiment un des secteurs les plus polluants. Alors, on ne va pas revenir sur toutes les questions de pollution, etc. Mais aujourd'hui, il vaut mieux privilégier le covoiturage que chacun soit individuellement, notamment... Blablacar, c'est bon pour le climat. C'est assez bon pour le climat. Mais il y a pas de petit... C'est une mobilité novatrice. Il vaut mieux aujourd'hui partager que de devoir être dans des consommations individuelles. Mais moi, il y a quand même quelque chose qui me dérange un peu, c'est que Blablacar, c'est un intermédiaire qui demande de l'argent. Est-ce qu'on peut encore dire que c'est vraiment du covoiturage ? C'est du covoiturage, c'est une mise à disposition de la relation entre deux personnes. Et moi, j'aime pas trop dire ce que vous dites tout à l'heure. Hein, parce que votre question, elle est un petit peu ambiguë en disant « Mais attendez, est-ce que vraiment c'est du covoiturage ?» Oui, c'est du covoiturage parce que on va sur le même trajet et on le partage, ce trajet. Donc c'est bien du covoiturage, Blablacar. Et la nouveauté, c'est que c'est une des applications qui est aussi importante, c'est qu'ils paient des impôts en France et ils créent de l'emploi. Est-ce qu'ils créent vraiment d'emplois? Ils en prennent aussi peut-être à d'autres. Par exemple, en Espagne, Blablacar est attaqué en justice par une société d'autocaristes qui dit et c'est de la concurrence déloyale, Blablacar. Il faut faire attention, hein, c'est pas Blablacar, c'est notamment toutes les nouvelles applications, notamment celle qu'on appelle, et qui a fait énormément scandale et qui fait encore parler d'elle, Uber. Non, mais Blablacar est effectivement a une plainte contre lui en Espagne par les autocaristes. En tout cas, moi, je considère... Parce qu'il dit c'est de la concurrence déloyale. Et oui, les autocaristes perdent peut-être des passagers. Ils perdent peut-être des passagers, mais en tout cas, moi, je considère aujourd'hui que Blablacar est un levier d'action et d'innovation, notamment pour partager sa voiture, et je trouve que c'est une très bonne idée. Alors, il fait pas perdre des clients à la SNCF, par exemple. La SNCF dit 1 million de passagers en moins à cause du covoiturage. Est-ce qu'un jour, on ne peut pas imaginer qu'à cause de Blablacar, eh bien, la SNCF doit réduire l'emploi, mettre des gens dehors? Pour moi, il ne faut pas mettre en concurrence les différentes dispositions de la mobilité. C'est-à-dire que la mobilité dans le fret, comme sur la route. Aujourd'hui, la priorité, c'est véritablement de faire qu'il y ait moins de voitures sur les routes. Et c'est ça le premier levier de Blablacar. Vaut mieux avoir et partager un véhicule que d'avoir plusieurs voitures sur la route. Ça, c'est le premier levier. Vous parlez de la SNCF. Le problème de la SNCF, et notamment du rail, c'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez, vous avez dit, hein, le prix, la question du prix, les jeunes, ils préfèrent prendre Blablacar parce que ça coûte moins cher. Donc, tant pis pour l'emploi, alors? Non, c'est pas tant pis pour l'emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils préfèrent prendre ce volet-là. Et aussi la question notamment du train qui est un véritable levier pour créer de l'emploi. Aujourd'hui, il faut penser à rénover et réouvrir notamment toutes ces lignes de train qui sont bons pour le climat et qui sont bons pour l'emploi. Alors moi, je me pose une question. Est-ce que le vrai covoiturage sans intermédiaire, ça existe encore? Et je vais poser la question à Ibtissem, qui est notre spécialiste en mission impossible. Ibtissem, imaginons que je veuille aller de Bruxelles à Amsterdam. Est-ce que vous pourriez me trouver un vrai covoiturage classique sans intermédiaire qui se met de l'argent en poche? Est-ce que c'est possible de trouver ça? Bien sûr, Paul, c'est possible. Ça se trouve, et notamment sur les réseaux sociaux. Et alors, combien de temps pour trouver un prix alléchant? 5 minutes, 10 minutes? 10 minutes, le temps de faire quelques clics. Allez, vendu. On vous retrouve dans 10 minutes. Karima Deli, Blablacar, vous aimez bien parce que c'est français, en fait. Non, pas spécialement. Non, c'est pas du tout du chauvinisme. C'est plutôt cette économie qui est nouvelle, et cette génération qui monte avec l'économie du partage. Et ça, c'est vraiment du partage. Mais quelle différence avec Uber? Uber, c'est pas vous ne partagez pas justement le trajet avec d'autres personnes. Uber n'est pas du covoiturage. Attention, Uber, notamment avec une application qui s'appelle Uber Pop, rentre en concurrence totalement déloyale, notamment avec les taxis, etc. C'est comme si vous et moi, on s'improvise taxi et on dit aujourd'hui je suis conducteur non salarié, puisque vous êtes payé un petit peu au noir ou sur des conditions totalement floues. Vous ne payez pas de charges sociales, vous ne contribuez pas à votre retraite, etc. etc. Et donc vous improvisez conducteur, ce qui est un scandale total, notamment en termes de dumping social. Et là, je vous pointe votre question sur la destruction des emplois, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose qui pour moi est importante, c'est que Uber n'apporte
Uber en tant que tel est une bonne application. Oui, les jeunes sont déçus que ça n'existe plus aujourd'hui. Mais c'est Uber Pop qui vient justement où c'est les règles de la jungle. C'est pas méchant en termes économiques. Et donc notre rôle aussi en tant que député européen, c'est qu'à un moment, il faut réglementer l'ensemble. Justement, toute cette économie de partage, on voit quand même, ça fait quelques années qu'elle est apparue, elle prend de plus en plus d'ampleur, et on a l'impression quand même un peu que l'Europe regarde ça d'un peu loin, qu'elle ne met pas son nez dedans. Est-ce qu'elle doit mettre son nez dedans? Elle doit mettre son nez dedans. Je vais vous donner 2 exemples. Uber arrive à l'Europe en disant « je suis un service numérique ». Le problème qu'on a, c'est de montrer à quel point Uber n'est pas un service numérique. C'est un service de transport. Mais comme c'est une application, c'est plutôt des règles de service numérique. Et donc nous, notre but, moi en tant que membre de la commission de transport, c'est de montrer que ce service, c'est bien un service de transport. Et donc il doit respecter aussi bien les règles de sécurité que des règles sociales, par exemple. Oui, parce donc, que Isabelle, notre rôle, le problème de Uber ou de Blablacar, c'est que tous ces gens n'ont pas de compte à rendre, en fait. Oui, voilà, et on peut même aller dans d'autres domaines, dans le domaine de l'alimentation. Maintenant, on voit des voisins qui font des repas, mais qui ne doivent respecter aucune règle d'hygiène, comme doivent le faire les traiteurs, par exemple. Donc, est-ce qu'il faut imposer des règles à cette économie de partage, à cette nouvelle économie? Est-ce qu'il faut lui imposer des règles? Elle n'en a pas pour le moment. Pour l'instant, il n'y en a pas, ou pas beaucoup. Parce que, par exemple, Blablacar, l'économie du partage, vous ne pouvez pas réglementer cette industrie-là. Et quelque part, tant mieux. Oui, mais on peut imaginer que certains fassent des bénéfices grâce à Blablacar, qui remplissent bien leur voiture, qui demandent un peu plus. Attendez. Il ne faut pas mettre en concurrence le fait qu'une entreprise fasse des bénéfices et crée de l'emploi derrière. Nous, on n'est pas contre l'entreprise. En plus, elle offre justement un service dont on a besoin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la nouveauté du 21e siècle, l'économie de partage. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a d'autres critères qui sont pris en compte, notamment la question du climat, la question de la proximité, la question aussi des réconciliations, du fait qu'on se parle, du lien social. Tout ça, vous savez, on en a besoin pour le 21e siècle et ça n'a pas de prix. On dit Blablacar et on voit que vous avez les yeux qui pétillent. On va retourner chez Ibtissem. Ibtissem, est-ce que vous nous avez trouvé un petit trajet Bruxelles-Amsterdam alléchant au niveau du prix? J'en ai même trouvé 2, Paul. Alors, mon premier réflexe a été bien sûr d'aller sur la page d'un groupe dédié au covoiturage sur Facebook. Et là, rapidement, Jessica m'a répondu. Elle me propose un covoiturage pour Amsterdam pour 20 €. Rendez-vous Bruxelles midi. Je suis aussi allée sur un site qui s'appelle Rouler Malin, donc qui est entièrement gratuit, et sur lequel j'ai trouvé le profil de Steve, qui fait aussi le voyage, Bruxelles midi, et lui, par contre, me propose 16,40 €, donc c'est un peu plus intéressant. Bravo, Ibtissem. Karima Delli, en fait, c'est à la faveur de la crise que beaucoup de citoyens se sont dit, pourquoi posséder alors qu'on peut partager? C'est un peu ça, c'est que face à cette crise, en fait, l'innovation, c'est plus posséder, comme vous dites, c'est partager, mais aussi être en prospective. La prospective, elle est très importante parce que dans ces nouveaux moyens de mobilité, on est en train de prendre en compte aussi la crise énergétique, on est en train de prendre en compte la crise du climat et on est en train aussi d'inventer justement le dépenser moins. Et au fait, on se dit que l'économie du partage, c'est du gagnant-gagnant, donc il faut s'investir dedans. Vous rentrez comment, à Lille ou à Paris? Je ne rentre pas, je reste là ce soir. Vous restez là. Voilà. Merci Karima Delli d'être venue vous accouder au bar de l'Europe. Merci Isabelle d'avoir aidé à servir les plats. Vous avez été une barmaid formidable. Et on va passer maintenant au débat dans l'air du temps. On va s'intéresser à cette crise des réfugiés qui divise l'Europe. Et les attentats de Paris ne vont pas arranger l'affaire. Mais pour commencer, regardez ce qu'en pense Chloé, notre jeune citoyenne européenne modèle. Ce jour-là, Chloé pleure devant la télévision. Elle ne supporte plus les images de ces gens arpentant les routes, décidés à tout pour fuir la guerre, les bombardements. Elle ne veut plus voir ces camps, ces frontières qui se ferment. Quand les migrants sont arrivés, encouragée par son papy, elle s'est mobilisée. Elle les a aidés à s'abriter, à manger, à se vêtir, à s'y retrouver dans le labyrinthe des administrations. Elle a pensé que très vite, l'Europe, la terre des droits de l'homme, allait trouver une solution. Mais rien n'est venu. Et les drames se sont multipliés. Ce mur de barbelés pour empêcher les réfugiés d'entrer en Hongrie, ces trains bloqués en gare de Budapest, ces cris de haine de l'extrême droite décidée à protéger ce qu'elle appelle l'Europe blanche et chrétienne.
Au début, Angela Merkel a fait cavalier seule. D'autres dirigeants hésitaient. Elle a dit bienvenue. Le monde l'a sanctifiée. 15 jours plus tard, elle rétablit le contrôle aux frontières. L'Allemagne est débordée. Et progressivement, les États se sont mis d'accord. Pourquoi ne restez-vous pas en Turquie? Vous êtes plusieurs millions déjà là-bas. On va les aider, les Turcs, à vous garder. Donner un coup de main à ce grand démocrate d'Erdogan. Nous, on prendra ceux dont on a besoin. Un peu plus en Allemagne, un pays de vieux. Un peu moins en France pour ne pas ouvrir la voie au FN. Les Grecs, eux, on va leur offrir des camps et des douaniers. Et les Hongrois, on ne va tout de même pas chercher des crosses à Orban, ni ennuyer les nouvelles autorités xénophobes de Pologne. Ce sont des démocrates. Alors Chloé, découragée, téléphone à son papy Paul. « Dis-moi papy, tu pourrais m'expliquer? Parce que moi, je ne comprends plus. » Mais même son papy n'a pas pu lui répondre. Il a soupiré, elle a raccroché. Et je vous présente Inge Gressle. Vous êtes députée européenne, allemande, membre de la CDU, c'est-à-dire le parti d'Angela Merkel. Alors c'est vrai, comme Chloé, on ne comprend plus très bien. L'Europe, elle en veut ou elle n'en veut pas de ces réfugiés? Et est-ce que les attentats de Paris changent quelque chose à ce dossier? Le débat change de toute manière. J'espère que rien ne change, que l'Allemagne et les autres pays restent ouvertes dans le cadre du possible. Mais bien sûr que maintenant, la peur s'est installée. C'est pour ça qu'il faut vraiment il faut rester très calme maintenant. Il ne faut pas faire des choses qu'on regrette après. Mais Markus Söder, le ministre des Finances, qui fait quand même partie de votre coalition, a dit: tout a changé maintenant qu'il y a eu ces attentats à Paris. L'époque de l'immigration incontrôlée ne peut pas continuer ainsi. Vous savez, mais il a été rappelé à l'ordre, comme je ne l'ai jamais vu ces dernières 3-4 semaines, où j'en ai entendu beaucoup de choses, et beaucoup de choses que j'aurais aimé ne pas entendre. C'est-à-dire là, tout le monde est d'accord dans cette coalition qu'il ne faut certainement pas utiliser ce qui s'est passé à Paris et qui nous attriste tant pour faire maintenant une autre politique quant aux réfugiés. Le problème des réfugiés, c'est qu'il y en a beaucoup. Et bien sûr que l'administration allemande est débordée comme les autres administrations. Mais il faut bien séparer ce problème-là de ce qui s'est passé à Paris. Alors, Inge Gressle, je vous présente un super citoyen. C'est Alain Berenbaum, un homme aux facettes multiples. Alain Berenbaum, vous êtes avocat, spécialiste du droit d'auteur, du droit intellectuel. Vous êtes également écrivain. Vous avez notamment écrit un livre qui s'appelle Monsieur Optimiste, où vous racontez l'histoire de votre père, un juif polonais immigré en Belgique dans les années 20. Votre mère, elle vient de Lituanie, autrement dit, l'immigration, vous connaissez. Comment vous vivez, comment vous ressentez cette crise des migrants, cette crise des réfugiés qui divise l'Europe? Écoutez, moi, j'ai vécu avec mes parents l'exemple d'une immigration parfaitement réussie. Mes parents, en effet, sont venus en Belgique, mon père à la fin des années 20, ma mère en 1939. C'était un bon moment pour arriver en Belgique. Et ils ont fabriqué un parfait petit Belge de souche qui est moi. Ils se sont effectivement intégrés absolument parfaitement au pays. Mon père a étudié la pharmacie à Liège et ma mère a commencé à étudier à Solvay avant que les nazis n'entrent dans Bruxelles. Pour eux, c'était très important. Ils ont considéré la Belgique non seulement comme une terre d'accueil, bien obligé de le faire parce que mon père, comme juif, ne pouvait pas s'inscrire dans une université polonaise. Il y avait un quota à l'égard des juifs à l'époque en Pologne. Mais ils ont considéré aussi que c'était une espèce de paradis terrestre, de terre d'ouverture. C'est-à-dire que ce qui les a séduits, c'est la démocratie, c'est la culture, et la culture politique aussi du pays. Et donc, et le football d'ailleurs, j'ajoute. Et donc, lorsqu'ils sont restés ici, c'était avec la volonté de faire partie de la communauté belge. Et on voit bien d'ailleurs en Belgique que nous avons absorbé une extraordinaire masse d'immigration italienne, ukrainienne, polonaise, juive, congolaise, marocaine, qui jusqu'ici, ou en tout cas jusqu'à ces dernières années, on peut parler de ce qui se passe ces dernières années, mais jusqu'à ces dernières années,
a plutôt profité au développement du pays. Le cosmopolitisme belge a véritablement créé une culture d'échange et plutôt à participer au développement économique aussi de notre pays. Et donc, bien entendu, une immigration n'est pas l'autre, une époque n'est pas l'autre. Lorsqu'on fuit les nazis, c'est pas la même chose que lorsqu'on fuit Assad. C'est une autre époque, évidemment, on est un siècle plus tard. Mais en même temps, on se rend compte que lorsque l'on voit les gens individuellement, ce sont chacun des individus qui viennent avec leur envie, leur culture, leur histoire, et c'est pas une espèce de masse qui déferle tel Tamerlan sur l'Europe de jadis. Alors, quelle est la première question que vous auriez envie de poser à Inge Gressle? Écoutez, d'abord, moi, c'est à la fois une question et une observation. Moi, je suis extrêmement impressionné par Madame Merkel et par son exemple, parce qu'on a un peu l'impression aujourd'hui en Europe que chaque politicien, chaque homme ou femme politique est extrêmement frileux et tellement attentif aux réactions que son discours va provoquer 10 minutes après sur le réseau Twitter qu'il n'ose même plus prendre des mesures, proposer des mesures à moyen ou à long terme. Et donc je suis assez impressionné par le fait que Mme Merkel, elle, se présente ayant un discours d'ouverture dans une Europe qui est extraordinairement fermée. Et j'aimerais comprendre comment c'est possible. Vous savez, je crois que vous avez raison. Elle a fait une politique vraiment exemplaire. Et j'ai été très fière de l'Allemagne. Mais la pression est gigantesque vu la masse des réfugiés qui arrivent tous les jours. Maintenant, on a entre 7 000 et 10 000 par jour qui arrivent à la frontière autrichienne. Et là, les communes, tout le monde se plaint, les maires, après l'administration qui n'arrive plus à les enregistrer. Et j'ai cru que l'administration allemande marche bien mieux que ce que je vois maintenant tous les jours, je dois vous dire ça. On a beaucoup de gens bénévoles qui aident, on a beaucoup de structures sur place qui font beaucoup pour réussir ce dont aucun homme politique, aucune femme politique ne porte la responsabilité. C'est la guerre en Syrie et c'est aussi la situation en Grèce qui nous tombe en même temps dessus. Ce qui me désole tant, c'est qu'il y avait les photos selfies de la chancelière avec quelques réfugiés. Et elle a ouvert les frontières allemandes à un moment où en Hongrie, ce serait parti et je suis sûre qu'on aurait eu des morts. Inge Gressle, elle a quand même fait un petit peu marche arrière. Elle a rétabli, vous avez rétabli des contrôles aux frontières maintenant. Et le ministre Schäuble, par exemple, a déclaré que l'Allemagne était submergée. Vous savez, ces contrôles, je ne suis pas sûre si elle va grand-chose. Hein. C'est-à-dire, mais Angela Merkel a annoncé qu'elle rétablissait des contrôles aux frontières. Mais vous savez, la pression en Allemagne est gigantesque. La discussion au sein de notre parti a complètement changé. Maintenant, chaque groupe de partis vraiment essaye d'inventer encore quelque chose pour limiter. On a fait beaucoup on a fait des lois, on a changé des lois pour vraiment limiter, pour limiter l'afflux des réfugiés. Je dois vous dire, pour nous, la grande déception, c'est que tout le monde croit que maintenant, c'est l'affaire de l'Allemagne. Et on accuse même l'Allemagne d'avoir appelé ces réfugiés. Il ne faut pas voir ce que l'Allemagne a fait, le changement en Allemagne, sans la discussion en Europe. Nous sommes très déçus de voir l'Union européenne, les autres États membres ne font rien. Mais justement, c'est pour ça qu'on peut s'étonner, vous qui êtes député européen, que l'Allemagne mène sa politique et, comme je le disais, je la salue, cette politique, mais en même temps, non, pourquoi n'investit-elle pas sur l'Europe pour partager cette politique avec les autres pays européens? Mais c'est ce qu'on fait. On a essayé de faire des quotas. Alors les autres États membres n'ont pas voulu. Ils disent même, bon, nous, on peut faire des quotas, mais les réfugiés vont rentrer en Allemagne. Les réfugiés refusent de se laisser enregistrer dans d'autres pays que l'Allemagne. C'est-à-dire, on a maintenant, et c'est très dangereux pour le climat politique et la démocratie en Allemagne, on a maintenant on est à un point aigu où c'est clair que si les autres ne font pas de gestes, cette politique en Allemagne va s'arrêter aussi. Et c'est ça le danger. C'est pour ça que nous sommes très déçus de la manière dont les autres États membres se comportent. Et vous pensez que c'est soit un manque de compétences
que les traités n'accordent pas assez de compétences en cette matière à l'Union, ou bien est-ce le problème de la Commission européenne qui ne fait pas son boulot? C'est un manque de cœur avant tout. C'est un manque d'humanité. Ces réfugiés, ils sont... C'est la Convention des réfugiés de 1951. C'est l'expérience juive qui a fait qu'on a fait cette convention. Tout le monde en Europe est membre, mais il n'y a que l'Allemagne qui croit qu'il faut faire quelque chose. C'est-à-dire, ce qu'on voit maintenant, c'est dramatique. On voit que l'humanité est par terre. On voit que maintenant les réfugiés sont accusés de toutes sortes de crimes, étant victimes eux-mêmes. Je crois que la large majorité, ils sont des victimes eux-mêmes. C'est-à-dire, quelle est l'image des autres États membres? Je ne dis pas de l'Europe, parce que l'Europe, c'est Bruxelles, et ce n'est pas Bruxelles. Qu'est-ce que la Commission européenne peut faire quand les États membres refusent de prendre les quotas? La Commission a essayé de faire un règlement européen. Alors, ça a été refusé aussi par l'Allemagne et aussi par d'autres. On ne peut pas repartir les réfugiés. C'est ça, c'est ce qui rend la situation en Allemagne si difficile. Alors, Inge Gressle, Alain Berenbaum, restez avec nous. Mais d'abord, regardez ce petit clip. Il a été réalisé par un satiriste syrien. Vous connaissez bien sûr le personnage de Super Mario. Eh bien, ici, Super Mario est un réfugié syrien. On regarde. Alors, pour régler le problème de l'afflux de réfugiés, l'Allemagne a une solution, c'est de payer la Turquie, de lui verser 3 milliards d'euros pour qu'elle garde chez elle les réfugiés. Est-ce que c'est vraiment la bonne solution, ça? Vous savez, est-ce qu'on a le choix? Le problème, c'est que l'extrême droite, en un rien de temps, a grimpé jusqu'à 10% en Allemagne, en un rien de temps. Et maintenant, la question est de savoir si on ne montre pas rapidement les solutions, et c'est ce qui fait cette pression politique, et aussi au sein de notre parti, au sein de la coalition. Ce qui fait cette pression politique, c'est qu'à n'importe quel prix, il faut maintenant trouver des solutions. Mais on est d'accord, et je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de solution. Ce qui nous aiderait, c'est la patience, et aussi c'est de filtrer les réfugiés selon le droit d'accueil en Allemagne. La moitié des réfugiés vient des Balkans. Alors les pays du Balkan, pays candidats de l'Union européenne, ils n'ont pas le droit de rester en Allemagne. Donc il faut faire l'application rapidement et après il faut les faire rentrer dans leur pays. Aujourd'hui, il y a les bons et les mauvais réfugiés? Il y a les bons et les mauvais réfugiés, tout à fait. Mais les gens n'ont même pas la patience d'attendre cette procédure administrative et bureaucratique. Ils veulent voir des résultats tout de suite. Ils veulent voir une diminution à la frontière allemande tout de suite. C'est ça le problème. Et je suis d'accord avec vous. Et je le dis tous les jours dans des réunions de partis où maintenant participent 150 personnes. Je leur dis, le moins de patience vous avez, le moins de confiance vous avez que ça va être réglé par toutes les mesures qu'on a déjà prises. Le plus de choses on doit donner à la Turquie. Et dans 3-4 ans, ça va nous tomber dessus. Ça vous embête pas un peu, ça, Alain Berenbaum, qu'on renvoie des réfugiés en Turquie, qui n'est quand même pas le pays le plus démocratique au monde, avec un Erdogan qui semble de plus en plus mégalo? Moi, je suis frappé et je me demande si les hommes politiques et les femmes politiques allemandes ne devraient pas aussi se poser des questions sur leur attitude à l'égard de la Turquie pendant des années. Autrement dit, maintenant, en catastrophe, on court apporter un coffre plein de pièces d'or au grand vizir Erdogan. Mais est-ce que l'on n'aurait pas pu faire entrer plus tôt la Turquie dans l'Union européenne à une époque où on aurait pu espérer à ce moment-là que la Turquie
apprennent en étant dans l'Union les réflexes démocratiques et les valeurs qui sont celles de l'Union, plutôt que aujourd'hui d'être une espèce de camp de retranché dans lequel nous allons parquer des réfugiés dont nous ne voulons pas. Je vous aime bien, vous rêvez d'un meilleur monde. J'ai fait l'expérience que vous aussi. Si les États membres qui rentrent en Union européenne, s'ils ne sont pas dans l'état où il faut qu'ils soient, on n'arrivera jamais, étant membre de l'Union, de faire avec eux ce qu'il faut faire quand ils ne sont pas encore membres. C'est la question des valeurs européennes, c'est ça. C'est là où ça chope avec la Turquie. C'est la tolérance des religions et aussi la tolérance au sein de l'islam. Ce n'est pas les chrétiens qui sont le problème pour la Turquie, c'est les chiites. C'est les Kurdes. Je dois vous dire que ce n'est pas si simple que ça. Il n'y a pas de solution et pas de solution facile. On ne va pas renvoyer des réfugiés en Turquie, mais on va négocier que la Turquie les garde sur leur sol. C'est ça la recette. Il faut faire des camps de réfugiés proches de la Syrie. Il faut regarder que les réfugiés soient bien installés parce qu'on veut qu'ils rentrent en Syrie dès que la guerre est terminée. Et là, on a fait de graves erreurs. On n'a pas donné suffisamment d'argent pour ce que fait admirablement la Jordanie, le Liban. Vraiment, ils font bien plus que nous. On se plaint d'1 million d'habitants, de réfugiés en Allemagne. Et là-bas, ils font comme si l'Allemagne avait pris 20 millions de réfugiés. Inge Gressle, maintenant le problème des réfugiés, il faut le régler à la base, c'est-à-dire en Syrie. Il faut intervenir militairement en Syrie, comme François Hollande le préconise et le fait. Et si c'est le cas, pourquoi l'Allemagne ne participe pas à C'est pas tout à fait comme ça que nous, on se représente une solution pour la Syrie. À tout vous dire, ce qui a changé avec Paris, c'est qu'on a maintenant, on a vu qu'il faut vraiment la force militaire. On a ça depuis. La masse des réfugiés en Allemagne est arrivée après que les réfugiés aient vu que la Russie fait tout pour que Assad reste en pouvoir. Et là, on a eu beaucoup de réfugiés après. Je dois vous dire qu'il faut une vraie conférence de paix pour l'après-Syrie. Il faut que les Syriens s'accordent comment ils veulent continuer. Il faut la tolérance des religions aussi. Et Vienne n'est pas une vraie conférence. Vienne est une vraie conférence, à mon avis. Alors, à mon avis, je ne suis pas sûre si les mesures militaires sont les bonnes mesures. Mais une chose est claire depuis Paris, c'est qu'il faut battre l'État islamique par des moyens militaires. Ça, c'est clair. Je ne sais pas si on arrive. On a déjà voulu faire ça plusieurs fois et on n'est pas arrivé. Mais je crois que c'est dramatique ce qui s'est passé à Paris. Et voilà, il faut trouver à tout prix, sans la paix en Syrie, il n'y a pas de solution. Est-ce que justement ce qui se passe de terrible aujourd'hui au Moyen-Orient va faire évoluer l'Allemagne sur cette politique qu'elle a établie depuis la fin de la guerre, qui est pas de soldats à l'extérieur? Est-ce qu'on peut imaginer maintenant que l'Allemagne inverse, comme le Japon y pense aussi, sa politique et décide désormais d'avoir une véritable armée des corps qui peuvent intervenir à l'étranger? Je ne peux pas m'imaginer ça, mais l'Allemagne fait déjà quelque chose. Nous, on donne les armes pour les Peshmerga, on fait les armes, on entraîne en Irak du Nord, on fait déjà plus qu'on a fait avant, mais aller jusque-là, je ne peux pas m'imaginer. Merci Inge Gressle d'être venue au Bar de l'Europe. Merci Alain Berenbaum d'avoir joué le rôle du super citoyen. Et on va aborder à présent un sujet qui angoisse les jeunes, la question du chômage. Mais pour commencer, regardez ce reportage. Il a été réalisé par des jeunes étudiants. Ils travaillent, ils étudient à l'école de journalisme de Louvain et ils se sont intéressés à d'autres jeunes qui ont décidé de créer leur propre entreprise, leur propre emploi pour échapper au chômage. On regarde. Ils n'ont même pas 30 ans. À peine sortis des études, ils sont déjà à la tête d'une start-up. Avec 3 de ses amis, Nicolas a fondé Sortlist l'an dernier. On a créé la start-up quand on était encore aux études, dans une chambre. C'est un peu les clichés américains. Je crois que ce qui a fait en sorte qu'on crée une start-up, c'est que de manière générale, dans l'équipe, on a toujours été impliqué que ce soit dans les mouvements de jeunesse, que ce soit dans les activités extra-académiques. C'est toujours se dire, sur base d'une idée, on va en faire une réalité, on va s'organiser, on va mobiliser des équipes, on va travailler ensemble. Sortlist, c'est une application web spécialisée dans la communication et le marketing. Elle se fonde sur l'innovation technologique comme les autres startups. Dans ce cas, pas le choix,
Pour réussir, il faut se démarquer. Il y a un effet de bouche à oreille qui se met en plus. Il y a plus de 10 entreprises par jour qui nous confient des missions. Depuis le mois d'août, ça représente des budgets jusqu'à 4 millions d'euros cumulés. Donc tous les chiffres sont à la hausse, donc on est content. Et le produit plaît de plus en plus au marché, donc on va dans la bonne direction, je pense. La start-up de Nicolas doit son développement à l'apport financier d'investisseurs privés, une aubaine après s'être vu refuser une aide locale. Cette pâtisserie bruxelloise, elle, a pu bénéficier d'une aide locale de 20 000 € pour démarrer. En 6 ans seulement, elle connaît une croissance inespérée, ce qui fait la fierté de son fondateur, Gérald, un ex-financier de 31 ans. Pour se lancer, même pour faire le plus petit business, il faut quand même beaucoup directement de capitaux. L'accès au capital reste assez compliqué, les banques ne sont pas toujours très enthousiastes. Maintenant, il y a plein de structures différentes qui ont été créées, notamment le crowdfunding récemment qui devient fort à la mode pour lever des fonds. Mais le fait d'avoir simplement une bonne idée, je pense, n'est plus suffisant. Horizon 2020, les fonds FEDER ou encore le Fonds social européen, l'Europe offre de nombreux financements d'aide aux entreprises. Mais pour le Youth Forum, une plateforme d'organisation européenne de jeunesse, ces investissements sont clairement insuffisants. Il manque une stratégie pour aider et pour couver les jeunes entrepreneurs alors qu'ils essayent de faire bouger les choses dans leur communauté en créant leur propre entreprise. L'Europe fait des économies budgétaires justement au moment où il faut investir dans les jeunes. Même si des aides européennes existent, le temps d'attente, l'incertitude ou le manque de communication peuvent décourager. Les jeunes ont des idées, il ne leur manque plus qu'un petit coup de pouce pour décoller. Maria Arena, bonjour. Vous avez regardé ce reportage avec attention. Vous êtes députée européenne dans le groupe socialiste. Vous avez été ministre à plusieurs reprises en Belgique. Vous avez notamment occupé le portefeuille de l'emploi. Quand on est à ce poste-là, on sait dès le départ qu'on va décevoir. Alors oui, bien entendu, parce que quand on voit aujourd'hui les chiffres du chômage, bien entendu, on se dit qu'il faut encore plus d'investissement dans l'emploi. Mais en même temps, on a aussi quelques satisfactions dans la mesure où il y a un certain nombre de projets qui ont été initiés il y a plus de 10 ans et qui aujourd'hui rendent des résultats qui sont des résultats très intéressants. Par exemple, sur la formation professionnelle des jeunes, dans des centres de compétences, par exemple, qui sont vraiment des pôles d'excellence sur des qualifications de haut niveau, mais dans des métiers techniques et qui offrent des débouchés importants pour les jeunes. Et donc oui, une insatisfaction parce qu'on aimerait que le taux de chômage soit réduit à 0, mais en même temps aussi des choses qui prennent du temps à mettre en marche et qui existent encore aujourd'hui et qui donnent des résultats. Alors, il y a quelqu'un qui a envie de vous poser des tas de questions, c'est Alexis Gonzalez. Vous êtes étudiant à l'école de journalisme de Louvain et c'est vous qui avez réalisé avec d'autres jeunes ce reportage que l'on vient de voir. Qu'est-ce que vous vouliez montrer ? Qu'on peut s'en sortir, qu'on peut trouver du boulot, mais de préférence en comptant sur soi-même ? Effectivement, les jeunes que nous voyons dans le reportage entreprennent, créent leur propre emploi, mais malheureusement, malgré cela, ils sont confrontés à des difficultés. Ils n'arrivent pas à consolider leur entreprise, ils n'arrivent pas à faire perdurer cette entreprise. Pourtant là, ce sont des jeunes qui sont diplômés, qui sont formés, qui sont privilégiés. C'est ça, donc c'est les deux jeunes que nous voyons ont fait des études en conséquence, mais même eux, à leur échelle, sont confrontés à des difficultés pour pouvoir faire perdurer leur entreprise. Et l'Europe dit « entreprenez ». C'est le message que l'Europe vous dit à vous les jeunes. C'est ça. En tout cas, le message qui est véhiculé, c'est il faut entreprendre, il faut aller vers la création de son propre emploi. Alors moi, je me demandais, Maria Arena, est-ce que c'est le modèle que défend l'Europe ? Ce sont des jeunes formés pour pouvoir entreprendre ? Parce que tous les jeunes n'ont pas cette formation pour réussir. Alors je pense qu'il n'existe pas un seul modèle pour l'emploi des jeunes. Il y a bien entendu des jeunes qui ont l'envie d'entreprendre et il faut les porter. C'est important d'avoir des dispositifs dans les États membres qui portent les jeunes qui ont cet esprit d'entreprendre. Et puis il y a des jeunes qui auront beaucoup moins cette envie d'entreprendre, qui n'auront pas dans leur ADN cette envie d'entreprendre. On ne doit pas créer un seul modèle dans lequel il n'y aurait que les jeunes entrepreneurs qui s'y retrouveraient, mais on doit aussi créer des opportunités pour des jeunes qui seraient très bien dans une entreprise comme salariés et qui y trouveraient un emploi. Et donc, il est important d'investir aussi. Et par exemple, je donne souvent cet exemple, c'est l'investissement dans les emplois verts. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la COP21, on parle de cet équilibre entre économie et environnement. Eh bien, il y a des emplois là, il y a des niches d'emplois importants dans toutes les qualifications possibles. Ça va de l'ingénieur de très haut niveau jusqu'à, je dirais, au maçon qui va faire
des rénovations de bâtiments qui sont de bâtiments passifs, par exemple. Et donc, on peut, en investissant dans ces métiers, couvrir toute la palette de tous les métiers sans forcément avoir des gens qui doivent entreprendre leur propre métier. Maria-Arena, tout ça c'est bien beau, mais on a quand même l'impression que l'Europe est un peu désarmée face au chômage des jeunes. 1 jeune sur 4 est au chômage en Europe, 1 sur 2 dans certains pays comme la Grèce ou l'Espagne. Alors c'est vrai, et c'est vrai que la crise économique et la crise financière de 2008 a vraiment créé un séisme aujourd'hui sur le marché de l'emploi. On est en train de sortir difficilement de cette crise économique et les jeunes ont été les premiers à payer le plus gros, vraiment, ce sont les premières victimes de cette crise économique. On doit aujourd'hui reconstruire quelque chose qui hier était déjà bien lancé. Ça prend du temps, mais il faut soutenir ces jeunes. Pourquoi ? Mais parce que c'est l'avenir de l'Europe, bien entendu. C'est l'avenir par rapport à la construction de cette Europe, mais c'est aussi l'avenir en termes de capacité que l'Europe a à développer son économie. Donc on doit absolument arrêter, et c'est ce qu'on dit dans le reportage, des politiques d'austérité et au contraire faire des politiques d'investissement à la fois dans la connaissance, à la fois dans l'innovation, mais aussi dans un plan industriel. C'est-à-dire que ça sert à rien d'activer les jeunes en disant on va vous aider à trouver de l'emploi s'il n'y a pas d'emploi. Et donc on doit absolument avoir des politiques qui sont des politiques de création d'emplois, que ce soit dans le domaine de l'industrie, que ce soit dans le domaine des services aussi, mais on doit soutenir l'économie pour créer ces emplois qui seront pris par les jeunes. Alexis ? Alors moi j'ai une question très concrète, puisque aujourd'hui on nous dit d'étudier, on nous dit de nous former pour ceux qui n'ont pas envie d'étudier, on nous dit d'apprendre des langues, et finalement quand on arrive sur le marché de l'emploi, on ne trouve pas de travail, enfin on nous dit que ce n'est pas assez. Pour les jeunes qui ont étudié, ils sont amenés à refaire d'autres études, donc ils sont surqualifiés. Finalement, quel est le juste milieu ? Quand est-ce qu'on est assez qualifié pour entrer sur le marché de l'emploi ? Alors, il y a des statistiques qui montrent que plus vous êtes qualifié, plus vous avez de chances de trouver un emploi. Donc moi, je dis toujours, avoir un diplôme ne vous donne pas la garantie d'avoir un emploi, mais ne pas avoir de diplôme vous donne la garantie de ne pas en avoir. Parce qu'on voit que les jeunes qui ne sont pas diplômés sont ceux qui rentrent dans le chômage de longue durée et qui ont le plus de mal à en sortir. Oui, mais il y a énormément de jeunes diplômés qui ne trouvent pas d'emploi. Je suis d'accord avec vous. C'est d'ailleurs la crise européenne. Mais il ne faut pas décourager les jeunes d'aller vers les études. Au contraire, on doit les encourager. Par contre, on ne peut pas dire aux jeunes qu'ils sont responsables du fait de ne pas avoir d'emploi. C'est qu'à côté de cette qualification des jeunes, il faut qu'on ait des investissements en matière de création d'emplois. Il faut qu'on protège nos économies. Moi, je m'oppose actuellement à un certain nombre d'accords internationaux, par exemple, qui viendraient mettre à mal nos économies internes de l'Europe. On voit à quoi vous pensez. Mais Maria-Arena, donc on doit soutenir l'économie. Il y a cette fameuse garantie jeunesse qui a été lancée il y a 2 ans. Hein. Qu'est-ce que c'est ? C'est promettre à tous les jeunes de moins de 25 ans qui n'ont pas de boulot, leur promettre soit un stage, une formation ou un emploi dans un délai de 4 mois. Est-ce que ça marche ? Alors, ça marche si, de l'autre côté, il y a des emplois qui se créent. Ben donc ça ne marche pas, c'est ça que vous voulez dire. Donc ça veut dire que si on limite l'action de lutte contre le chômage des jeunes à l'activation des jeunes, ça ne marchera pas. Parce que tout simplement, on va fonctionner dans un gâteau qui est défini. On ne va pas augmenter la part du gâteau, on va juste fonctionner dans un gâteau qui est défini et il y en a un qui va sortir pour un qui va rentrer. Et cette garantie jeune, c'est 6 milliards d'euros pour l'ensemble des jeunes européens actuellement. Justement, vous parlez de... Ce n'est pas assez. Oui, voilà, ce n'est pas assez. C'est par rapport aux 150 milliards que coûte la non-insertion des jeunes sur le marché de l'emploi. Donc clairement, les 6 milliards ne sont pas assez. Mais si ces 6 milliards ne servent qu'à identifier les emplois disponibles et à mettre les jeunes en adéquation avec les emplois disponibles, ce ne sera pas assez parce qu'il n'y a pas assez d'emplois disponibles. Et donc ce qu'il faut faire, c'est investir, faire des politiques d'investissement qui vont effectivement créer de l'emploi. Quand je parlais des emplois verts, des emplois de l'économie verte, c'est ça qu'il faut faire. Quand on utilise le plan Juncker, qui est le plan d'investissement au niveau européen, c'est pour qu'il soit créateur d'emplois. Ce n'est pas juste pour dire on fait des investissements. Ces investissements doivent être porteurs d'emplois. Là, pour l'instant, on voit que ça ne fonctionne pas. Donc, il faut l'utiliser. Alors, on voit que ça ne fonctionne pas. Il a été décidé l'année dernière et il doit porter ses fruits. C'est pas des choses qui fonctionnent comme ça du jour au lendemain. Ce qu'il faut,
faut effectivement, c'est que si on crée des emplois verts, par exemple, ou des emplois dans les nouvelles technologies, il faut que ces jeunes soient formés. Or, pour former des jeunes, il nous faut minimum 10 ans. Pour former des jeunes. Donc, mais ce sont toujours des promesses, j'ai l'impression. Les jeunes sont sur du long terme. Bien sûr, nous aussi. Et je voudrais aborder autre chose, puisque parlons des jeunes qui vivent dans des situations précaires ou qui doivent accepter des emplois, finalement, oui, qui correspondent à leur formation, mais on leur propose des salaires de misère et ils l'acceptent parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Parlons par exemple du salaire minimum européen. Ce serait parfait. Ce serait parfait, puisque, du moins, il faudrait établir des critères pour définir ce salaire européen. Et quand on voit des jeunes qui vivent avec 800 € par mois, par exemple, c'est assez difficile de vivre dans des conditions décentes. Pire, en Roumanie, vous savez qu'un universitaire est à 300 € par mois aujourd'hui. Et donc, on doit vraiment travailler sur la question du salaire, qui est un salaire minimum, mais qui est un mécanisme de salaire minimum qui doit pouvoir fonctionner dans les États membres en fonction des réalités des États membres. Par contre, là où je trouve qu'on a vraiment un travail important à faire, c'est par exemple sur le dumping social. Aujourd'hui, on a des jeunes qui sont qualifiés dans des secteurs, par exemple comme les secteurs de la construction, dans un pays tel que la Belgique, je le prends par hasard, ou comme la France, et ces jeunes qui sont qualifiés n'ont pas d'emploi, tout simplement parce que des entreprises, pour ne pas payer correctement ces jeunes qui aujourd'hui sont en Belgique, utilisent des jeunes, les exploitent, qui viennent d'autres pays sans être protégés. Et donc aujourd'hui, on doit mettre fin à des pratiques qui sont des pratiques de dumping à l'intérieur même de l'Europe. Parce que ceux qui payent ces pratiques de dumping, ce sont les jeunes d'ici, c'est-à-dire dans les pays dans lesquels ils sont censés être protégés, mais ce sont aussi les jeunes de là-bas parce qu'ils ne sont pas protégés, c'est-à-dire s'il leur arrive un accident, ils n'ont pas droit à une couverture sociale. Donc toutes ces pratiques aujourd'hui ont lieu en Europe et on doit les combattre absolument parce que l'Europe ne se construira pas au moins 10 ans. L'Europe, elle a toujours été construite au mieux-être, à défendre le mieux-être, et c'est ça qu'on doit défendre. Aujourd'hui, il y a des logiques inverses qui sont mises en place au niveau européen, et c'est ce qu'on doit combattre à tout prix. Merci Marie-Arena d'être venue au bar de l'Europe. Merci Alexis Gonzalez d'être venu également vous attabler à ce bar. Le Maxi Bar, c'est aussi sur le site de TV5 Monde et de la RTBF et bien sûr sur les réseaux sociaux. Merci d'être des clients fidèles du bar de l'Europe.